Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Plein l'ado numéro 5 pour les Tunisiens parmi nous, Khamcha, émission de juste avant Rosh Hashanah. Et pour cette émission, un panel assez extraordinaire que je vais vous présenter, mais juste avant, le thème de la journée, le thème de l'émission qui est les différences de mentalité entre un petit jeune juif en France qui veut faire sa alia et puis il arrive en Israël et là il s'aperçoit que les jeunes Israéliens ne sont pas obligatoirement comme lui dans tous les domaines. Pour traiter de ce sujet, un panel très éclectique, puisque à ma gauche, j'ai ici la ravissante et toujours brillante Ilana Koskas, connue dans la communauté franco-israélienne comme la directrice inamovible d'Obvision. Obvision. Qu'est-ce que j'ai dit? Obvision. Non, c'est moi qui voyais mal. Il faudrait me traiter, il faudrait s'occuper de moi. À ma gauche ici, Élie Marciano qui va nous raconter un peu son histoire. C'est un jeune olé qui vit actuellement à Hadassah en seconde année, c'est ça Dans le programme d'Ilana. Ah, magnifique, dans le programme d'Ilana. Elle a mené ses ouailles avec elle. À ma droite, on ne le présente plus, mais on va le présenter quand même. Avizana, le directeur d'AMI, il était à l'agence juive. À l'Unifan, il a fait énormément de choses dans la Alia, peut-être un des plus grands spécialistes de la Alia francophone, qui lui nous recadrera si jamais on dit n'importe quoi. Et pour dire n'importe quoi, nous avons amené ici Dany. Dany, bonjour. Approche-toi du micro. Cette fois, c'est du vrai n'importe quoi. Ah, du vrai n'importe quoi. Alors, Dany Cohen, qui est là dans l'émission. Dany Cohen est guide, il est très connu dans la communauté. C'est le champion du monde de la photo. Il nous racontera quelques petites anecdotes tout à l'heure, si on a un peu de temps. Mais en tout cas, il est là pour nous amener un peu de couleur aussi dans cette émission. Et puis, comme il est guide et qu'il fréquente les parents et les ados qui viennent visiter ici Israël, il pourra vous raconter des petites aventures qui lui sont arrivées avec des habitudes très françaises au milieu d'un monde qui est souvent très israélien. Mais je vais revenir à mes invités ici de gauche, et je m'excuse encore une fois d'avoir écorché le nom du programme. Ilana, parle-nous un tout petit peu de ce programme. Alors, et qui tu reçois, qui sont les gens qui arrivent chez toi? Alors, on a monté ce programme il y a à peu près 3 ans. C'est un programme de passerelle entre le diplôme du BTS optique français et la licence académique israélienne d'optométrie. On reçoit en général des jeunes entre 21 et 27 ans. C'est à peu près la moyenne d'âge. Donc voilà, nos équipes, c'est des petits jeunes, en général célibataires, qui n'ont pas tellement d'expérience en Israël et qui commencent leur premier pas ici avec notre programme. Alors maintenant, on a été très politiquement correct et on plonge directement à l'eau. Lors du premier programme, quand tu les as vus venir, qu'est-ce qui était le plus remarquable dans leur façon de s'habiller, de parler? Les baskets. Alors, allons-y, rentre dedans. Qu'est-ce qu'elles avaient, les baskets? Alors d'abord les baskets, non je rigole, pas spécialement les baskets, mais c'est vrai que c'est tout un style quoi. C'est en plus moi j'avais un petit peu d'expérience dans les programmes Massa, mais j'avais jamais eu mon équipe à moi, et donc je leur parlais pas face à face. Et d'un coup je me retrouve avec une quinzaine de petits jeunes qui se reposent en fait complètement sur moi et qui me demandent tout. Et là je me dis mais dans quoi je me suis lancée quoi. Et on va tout de suite en parler dans quoi tu t'étais lancée. Mais Élie, raconte-nous, quand on voit Ilana la première fois dans le programme, est-ce qu'on pense tout de suite, mais comment elle s'habille celle-là? Qu'est-ce que c'est que cette Israélienne? Elle a voulu vraiment à l'aise le premier jour. Grâce à Dieu, on avait tous un BTS optique, et juste avant qu'elle arrive et que ce programme se crée, c'était vraiment compliqué pour les titulaires d'un BTS de pouvoir venir en Israël. On devait tout recommencer depuis le départ et commencer un master de 4 ans dans une université israélienne. Donc sans la langue et sans équivalence, c'était vraiment trop long. C'est un peu l'angoisse le premier jour. À quoi on pense? J'ai envie de rentrer chez moi, qu'est-ce que je fous là? Moi j'ai des élèves qui pleuraient quasiment. Elle était quand même très chaleureuse. Moi j'étais quand même un petit peu habitué, je connaissais un petit peu Israël, j'étais en internat quand j'avais 16 ans, j'ai passé mon bac dans un lycée français, et quand je l'ai rencontrée, elle était vraiment très avenante et très gentille. J'étais un peu moins perdu que les autres, mais en tout cas... Elle ressemblait plus à une Française ou à une Israélienne? À une Française. Clairement. Bien intégrée, bien voilà, elle se fond dans la masse, il n'y a aucun souci, avec un grand sourire, c'est toujours un plaisir. De se faire... Génial. Alors, regarde, Élie, on va revenir vers toi. On va passer tout de suite à Avizana, directeur d'AMI.
Avi, toi qui en as vu des générations de Olive, qui les avaient vu dire, est-ce que les Olives d'il y a 30 ans, les petits jeunes, ressemblaient à ceux d'aujourd'hui? Quelles sont les différences? Qu'est-ce qui se passe dans la tête aujourd'hui d'un petit jeune qui monte? Est-ce qu'il monte pour les mêmes raisons qu'avant? Dis-nous un peu tout, fais sortir ton expérience. C'est toujours difficile d'expliquer à Bernard, les adolescents au Ligne de France, parce qu'il n'y a pas plus spécialiste que lui, mais enfin on va essayer quand même avec un petit peu de perspective. D'abord, ils sont beaucoup plus nombreux qu'ils étaient il y a 20 ans, il y a 30 ans, donc les choses sont plus complexes. La société israélienne a énormément évolué, et du fait qu'il y en a beaucoup plus, mais il y a des gens qui viennent d'horizons beaucoup plus différents. Et il y a des gens qui ont eu un parcours comme celui qu'on a entendu, de personnes qui ont déjà l'expérience israélienne, qui ont peut-être fait l'école juive, qui ont des parents qui les ont poussés à venir en Israël, puis il y en a d'autres qui viennent un petit peu d'autres horizons, peut-être moins préparés, peut-être avec des parents qui ont un ancrage différent sur la vie française et ensuite sur la vie israélienne, ce qui fait que on trouve en Israël, j'allais dire, deux grands groupes. Un groupe qui relativement va s'insérer facilement, va savoir faire les bons choix, il va rentrer dans la société israélienne et va tout faire pour apprendre l'hébreu et s'intégrer. Et un autre qui voudrait peut-être faire le même parcours mais qui n'y arrive pas. Parce que le monde des mentalités dans ces 20-30 dernières années entre la France et Israël s'est beaucoup éloigné. S'est créé en identité judéo-juive en France très particulière autour du monde des communautés, des synagogues. L'influence des mouvements de jeunesse est moindre. Je crois qu'il faut le dire sans aucune nostalgie parce que le monde a changé. Donc on a affaire à des jeunes qui arrivent moins pour des raisons idéologiques et un peu plus parce que leurs parents ont décidé de faire la Aliyah sans qu'ils l'aient vraiment choisi eux-mêmes. Puis aussi le monde a changé, c'est-à-dire le monde, la globalité du monde, l'ouverture, le fait que les frontières sont totalement disparues, oblige quelque part, ou permettent quelque part à ce jeune de continuer à garder ses ancrages français à travers Facebook, Internet, les low cost, etc. Ce qui fait que le processus naturel d'intégration va être beaucoup plus long. Chose qui était vraie pour les adultes il y a quelques années, qui était beaucoup moins pour les jeunes, et qui aujourd'hui aussi continue pour les jeunes, parce que ces jeunes ont besoin d'un temps X fois 2, parfois X fois 3. Et il faut que la société israélienne soit tolérante, et ce qui n'est pas évident, parce qu'on sait que cette société qui aime beaucoup l'Aliyah n'a pas toujours de patience pour les Olim. Il faut que la communauté des anciens Zolim comme nous soit aussi beaucoup plus tolérant vers ces jeunes, et qui comprennent que le monde a évolué, et que cette facilité terrible qu'il y a aujourd'hui de continuer à être un Français en Israël, quelque part est une réalité avec laquelle il faut apprendre à vivre, et qu'elle a aussi une incidence sur cette jeunesse. Et donc cette jeunesse franco-israélienne va être une jeunesse franco-israélienne beaucoup plus longtemps avant de devenir une jeunesse israélienne, à part évidemment si elle a accepté, si elle a réussi à faire, je vais dire, les quelques programmes très particuliers qui sont par exemple l'intégration par l'armée. Dany pourra me raconter son intégration. Lui, Dany a fait Paris-Salle quasiment dans la même semaine, ce qui est un programme qui existe de moins en moins. Donc Dany, il racontera peut-être. Alors on va peut-être lui passer le micro à Dany. Dany, essaie de te mettre un peu dans la peau d'un Israélien. Approche-toi bien du micro quand tu parles et dis-nous qu'est-ce que voit l'Israélien quand il voit un jeune arriver de France avec ses chaussures à 300 € et ça, puis qu'il regarde comme si que lui-même c'était un homme des cavernes. Alors la première chose que je vais vous raconter, qui me fait comprendre la différence énorme, c'est le jour où mon fils a fini l'armée. Il s'est avéré qu'il n'avait plus de fringues, plus d'habits. Et je le vois sortir de la maison pour partir à une soirée, il n'avait pas d'habits parce qu'il était 3 ans dans Sayeret Golani. Et c'est une chose qui ne l'inquiète pas du tout, qu'il n'y pensait pas une seule fois. Donc quand il est rentré à l'armée, il avait 18 ans, il en est sorti, il avait 22 ans. Et il n'avait plus d'habits civils du tout. Pratiquement. Et je le vois sortir de la maison avec ses sandales, un t-shirt et un maillot de bain. Et je lui dis, mais toi, pourquoi tu vas à une soirée avec un maillot de bain? Il me dit, parce que j'ai pas d'habits. Et j'ai compris là la différence complètement large entre la culture des petits Français, que c'est très important, l'esthétique, comment s'habiller, le côté culturel, ou aller au restaurant. Et j'ai vu mon fils qui avait fait une guerre, qui avait fait une opération à Gaza, et c'est là que j'ai compris la différence immense entre les deux différentes cultures. Je dis juste une chose, j'ai l'impression que dans ce panel dans lequel on est en train de se préoccuper, qu'est-ce qu'il faut faire pour les petits Parisiens qui vont dire, les petits Français qui vont dire, les petits Canadiens qui vont dire. Et bien moi j'ai l'impression qu'ils sont en train de rater quelque chose parce que tout simplement je pense que Israël ne les attend plus. Je pense qu'il faut venir vite prendre sa place ici parce qu'Israël devient un pays émergent. Et je vois combien beaucoup d'efforts sont orientés vers ces mêmes petits jeunes
En fait, je pense qu'Israël n'a plus le temps de faire ça. C'est un pays qui devient très fort, très important. Et c'est à eux de changer la mentalité et pas aux Israéliens de les éduquer pour qu'ils apprennent notre mentalité. Merci pour ton intervention. Je vais vérifier tout de suite avec Eddie. Je te donne la parole tout de suite, Ilana. Eddie, comment étaient les Israéliens avec vous quand vous êtes arrivé la première fois? Vous avez senti qu'il y avait une volonté de vous accueillir ici? Alors, je pense que je ne sais pas si on peut faire de généralité, mais en tout cas, je sais que personnellement, j'ai quand même une certaine personnalité assez avenante. J'arrive quand même à aller vers les gens, je suis un petit peu curieux. Et surtout, moi, quand on arrive à 16 ans en Israël et qu'on est dans un internat avec énormément d'étrangers de tous les pays du monde, de Russie, d'Italie, etc., on essaye de parler la langue nationale et on essaie de... Donc toi, raconte-nous un tout petit peu ton parcours. Tu es venu, puis tu es reparti en France et tu es revenu actuellement pour faire tes études, c'est ça? Exactement. La Jongive m'avait permis de venir en Israël dans un lycée français où on avait peu de choses, mais on avait tout à côté, enfin on avait tout en même temps. Donc on avait l'essentiel sans avoir le superficiel. Chacun n'avait pas forcément ses parents et on arrivait quand même à créer des liens très forts. Donc, il y a quand même Alors toi, tu dis si on va vers l'israélien, c'est plus facile. Oui. Il ne faut pas attendre qu'il vienne comme une princesse au bal. Exactement. De toute façon, les stéréotypes, ils sont des deux côtés. Ils sont bilatéraux. L'un pense que l'israélien, il est aussi, c'est très avenant, mais voilà, il y a toujours la barrière de la langue. Et les Israéliens vont penser aussi que les Français sont parfois tout permis, quoi. C'est là que je pense qu'il faut un pont entre les deux. C'est là, je pense, que rentrent en compte les associations et les organismes. C'est vraiment ce qu'il dit, c'est que, comme il dit, les stéréotypes existent des deux côtés et il faut absolument des personnes qui fassent simplement le lien, tout simplement. Ok, alors lui, il a mis plus l'accent sur la langue. Ce qui va gêner, c'est la langue. Qu'est-ce qui gêne encore pour qu'il y ait ce pont véritablement? J'étais d'accord avec ce que monsieur Dany a dit juste avant, c'est-à-dire que Israël nous n'attend plus ces jeunes-là, mais quelque part on leur doit quand même une certaine aide parce qu'il y a une grosse demande et c'est pour le bien du pays, parce que chacun a un potentiel énorme quelque part, chaque juif a la possibilité de changer les choses sur terre et en terre d'Israël, et aujourd'hui on a besoin de ces juifs qui sont parfois perdus en France. Et vous connaissez tous l'étymologie du mot Tzarfat, donc on peut penser éventuellement qu'il n'y a pas énormément de bracha qui restent pour les juifs en France. Après, c'est chacun son idéologie, ses croyances, etc. Mais je pense qu'il y a une meilleure qualité de vie en France, en Israël aujourd'hui pour les juifs francophones qu'en France. À part la langue, je m'entends plus. Vous m'entendez? On a un rôle un petit peu, je ne veux pas dire historique, mais un rôle fondamental. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'a dit Dany, quelque part, c'est un peu juste. Et que la société israélienne va très vite. Elle a moins le temps aujourd'hui de s'attarder sur ces quelques centaines, ou peut-être ces quelques milliers de jeunes qui viennent. Et donc nous, je dis en tant que franco-israélien installé ici, c'est à nous de faire ce pont. Parce que si on ne tient pas le pont, alors très vite, il va y avoir une cassure entre ces juifs de diaspora qui, c'est vrai, ont leur vie en diaspora et développent leurs valeurs, leur mode de vie, leur style de vie, et ces Israéliens qui sont de plus en plus israéliens avec une approche nationale et beaucoup moins communautaire, ce qui fait qu'il commence à y avoir un certain éloignement. Je ne veux pas dire une cassure, parce que la cassure n'existe pas, mais un éloignement. Et ces franco-israéliens que nous sommes, et le monde associatif en particulier, qui a cette sensibilité de rapprochement et de connexion. Non, mais qui vit surtout entre les deux communautés. On a vraiment, on peut être, il n'y a que nous qui pouvons être le pont, parce qu'on est vraiment, on a vécu entre ces deux sociétés, ces deux mentalités, et c'est le meilleur moyen de faire la connexion entre les deux. Tout à fait d'accord. Moi, j'ai une question pour Daniel ici. Daniel, qu'est-ce qui va faire qu'un Israélien qui va dire moi, j'ai pas besoin de toi, moi, qu'est-ce qui vient, ce khoulnik là, ce type de... Qu'est-ce qui va faire qu'il va s'attendrir? Qu'est-ce qui, chez le Français, peut faire que l'Israélien dise oh, tu sais quoi, finalement, il est pas mal, finalement, il y a peut-être quelque chose à faire avec lui? Est-ce que c'est le fait de faire l'armée, par exemple? Est-ce que c'est le fait de faire d'Aitnadwood, de faire du volontariat qui va convaincre l'Israélien que finalement, ce type-là, c'est pas juste un petit gâté de Paris qui est arrivé ici? Moi, je pense que l'Israélien, c'est pas sa principale préoccupation. Je pense qu'on est tous là avec notre ego de Français, notre culture de Français, avec notre vin et notre camembert, et en tout temps, Israël, c'est un tout petit pays qui nous a tous laissé passer. Je pense que les Israéliens, ils sont fous. L'Israélien, il fonctionne, il travaille, il va à l'armée, il fait ses bédouines, il fait ses guerres.
Je ne pense pas qu'il est... Qui est-ce qui est préoccupé par cette alia, cette acclimatation? C'est vous les Français. C'est vous les Français parce que vous avez une relation avec cette communauté qui vient de France. C'est important pour vous de les récupérer, qui vient d'Israël. Israël, je ne pense pas qu'Israël, elle le fait bien sûr parce que c'est son rôle en tant qu'État juif. Mais on est toujours là avec notre culture française. Ah, c'est nous les Français. Je vois à Tel Aviv comment ça fonctionne. Ils sont collés à leur culture française, avec leurs journaux français, leurs croissants français. Israël est en train de vous dépasser à tous. Et nous, on est encore derrière, entre dire, ah, on va faire une école de presse qui est en français, une école d'hôtellerie qui est en français. Mais où vous avez vu ça? Dans aucun pays au monde, on va apprendre une autre langue, je vois même des spectacles en français. Il n'y a pas de place pour ce genre de communautarisme. Israël devient un pays fort, Israël devient un pays émergent. Israël est un pays où même les non-juifs veulent venir. Il se passe une grande révolution en ce moment en Israël. Il faut que les juifs français qui comprennent, c'est ou s'associer à cette course ou rester à Paris. Daniel, tu nous amènes un super éclairage. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de Plein Lado. À tout de suite. Deuxième partie de Plein Lado et maintenant la partie vue sur le net, vue sur la toile. Alors qu'est-ce qu'on a vu sur la toile cette semaine? On avait Dany qui nous disait tout de suite avant, mais les Israéliens ils s'en fichent de ces histoires, même de type je suis monté, je suis pas monté, j'ai telle mentalité. Aujourd'hui Israël est un pays qui fonce vers l'avant, qui n'a pas besoin obligatoirement. Si un Olé veut monter, tant mieux. S'il veut pas monter, ben tant pis. Nous on continue à courir. Ilana réagit, défendez un peu vos Non, moi je veux dire que je suis partiellement d'accord avec Dany. Je suis d'accord sur le fait que c'est un pays qui court et qui attend pas spécialement les nouveaux arrivants. Mais je pense quand même qu'on a une valeur ajoutée, qu'on peut amener des choses ici. Pas que Israël nous attende particulièrement, mais le croissant par exemple. Non, pas spécialement le croissant, même si j'adore manger le croissant le matin, mais ça peut être, je sais pas, une forme de politesse, une forme de je sais pas, de façon d'humanité envers les gens, peut-être moins d'animosité. Allez, on va demander à Élie de renforcer. Élie, il y a Daniel ici qui n'arrête pas de dire aux petits Olympe français, on s'en fiche un peu. Alors, vas-y, défends un peu. Qu'est-ce que le français peut amener à Israël et qu'on le reconnaisse enfin, cette valeur ajoutée? Je pense que la valeur ajoutée, donc à part qu'elle soit professionnelle, il y a une certaine unité au sein du peuple juif francophone que j'ai pu remarquer. Je parle pas d'amour envers Eretz Israël ou je parle pas d'amour de son prochain. Je vois en tout cas qu'en Israël, par exemple, dans les communautés religieuses, on a très souvent soit des chilonimes complètement, soit des frailles, soit des... Tu dis qu'il n'y a pas tellement de contact entre les communautés, entre les moins religieux et les plus religieux, c'est un peu cloisonné, c'est ça? J'ai pas forcément grandi dans une mishpacha qui était Shomeret Shabbat, etc. Mais quand j'allais vendredi soir à la synagogue, j'étais très très heureux de retrouver des juifs à Paris, voilà, dans une ville où on est de plus en plus stigmatisé et observé du coin de l'œil. Je pense que voilà, il y a une certaine sympathie que le français mérite quelque part quand il arrive ici, parce que il a pris son courage à deux mains. Tout le monde a son histoire quelque part, donc et je pense que la valeur ajoutée, elle est sur le long terme et qu'on doit laisser une vraie chance aux francophones. Il est bien ce jeune. Il faudrait qu'il y en ait plus qui montent. Juste avant de passer la parole à Daniel, Avi, la voix de la sagesse, un peu menu, un peu d'équilibre. Oui, ce qui va se lâcher sinon dans 2 minutes. Je très bien, je dirais. L'équilibre est effectivement que ces petits jeunes, comme ce garçon brillant qu'on vient d'entendre, ont été élevés, sont nés quasiment dans la dimension communautaire juive et qui doivent arriver en Israël et découvrir d'autres dimensions de leur vie juive, au sens israélien, mais au sens juif du terme, c'est-à-dire une vie nationale, une vie municipale, une vie professionnelle, etc. Ce sont des dimensions qui n'existent pas forcément dans leur éducation. Et c'est là un petit peu que le bas blesse, c'est là que Dany vient nous expliquer, faites attention, il nous le dit dans ses termes à lui, un petit peu direct, mais il y a effectivement une cassure, il y a deux mondes, petit à petit, au fur et à mesure du temps, qui se sont peut-être un petit peu éloignés, parce qu'on a développé des valeurs un petit peu différentes, et qu'effectivement, il y a un petit plus très particulier qui est, j'allais dire, ces 100 nuances de gris qui existent dans cette identité juive française qui est très très particulière et qui doit faire l'effort
je dis bien qu'il doit faire l'effort de s'insérer dans la culture israélienne, et pas le contraire, parce que autrement ça marche. Mais qui aura du mal à le faire seul. Tout à fait. C'est pour ça que je dis, dans un seul sens, ça ne marchera pas. Et je crois que effectivement, il y a cette valeur particulière et unique un petit peu, qui est cette évolution de cette communauté très particulière qui a toute son histoire et ses valeurs, et qui est beaucoup plus nuancée, parce qu'elle vient d'un monde beaucoup plus ouvert, qui est le monde occidental et francophone. Et cette société israélienne qui s'est construite, elle, sur une dichotomie beaucoup plus forte, et sur lesquelles on doit pouvoir arriver non seulement à entrer, à prendre son ancrage, mais aussi à laisser sa trace. Et voilà, si je peux dire en quelques termes, pour donner un petit peu raison aux deux, il y a aujourd'hui quelque part une épreuve, je n'irai pas jusqu'à aussi loin en disant une épreuve de force, mais il y a aujourd'hui une certaine tension entre l'intégration de cette jeunesse israélienne, franco-israélienne dans la société israélienne, d'un point de vue français, avec j'arrive et je veux qu'on me reconnaisse et je dois rentrer, je fais un effort, je fais mon alia et puis je vais apporter à Israël. Et de l'autre côté, c'est la société israélienne, comme l'a dit Dany, qui est prête, qui en tout cas en ce moment, j'allais dire un jeu facile, parce que Dieu merci, la situation est bonne d'un point de vue sécuritaire et économique en Israël, et les jeunes sont dans une certaine réussite, et qui disent c'est à celui qui arrive, au dernier qui est arrivé à faire un effort, c'est pas à moi de le faire. Et nous, au milieu, ce monde associatif franco-israélien qui doit essayer de sensibiliser ces deux pôles à comprendre que c'est pour le bien de tous de pouvoir intégrer cette société. Alors Daniel, toi qui es guide, fais-nous un peu kiffer en nous racontant un peu comment l'Israélien qui a bâti son pays, qui a asséché les marais, qui s'est battu, qui a perdu un frère, un cousin à la guerre, etc., comment il peut quand même essayer à un moment donné, avec toute cette histoire que tu vas nous raconter peut-être un peu par des exemples, mais comment il peut arriver à comprendre quand même que le Juif de France qui a fait sa alia, il a fait quand même un effort en quittant sa famille, il fait quand même quelque chose qui n'est pas aussi facile et qui mériterait aussi d'être compris quelque part. Mais ça, c'est avant tout le problème du français, c'est pas le problème de l'israélien. L'israélien, il va accepter le français comme il accepte le brésilien ou l'américain. C'est pas à l'israélien de venir vers le français, c'est au français de venir et d'oublier toute sa culture française et de venir s'assimiler à la société israélienne. La société israélienne est une société qui est très forte, qui est très importante. Et il faut enlever dans la tête des Français cet élément de culture française. C'est notre culture française, on veut conserver notre culture française, notre façon d'habiller, notre politesse. J'entends souvent des critiques des Français qui disent « Oh, ils sont sauvages, les Israéliens, ils sont pas polis. » Oui, ils sont sauvages, ils sont pas polis, parce que c'est une société dure, c'est une société où chacun va souffrir, c'est une société où chacun va à la guerre, chacun va au Miloïm. Il faut arrêter de penser qu'on va nous attendre avec un tapis rouge. Vous savez, à partir du moment où tu vas déconnecter de ta culture française, qui est très spécifique à la culture française, qui est très spécifique à la culture juive française, et je donnerai un autre exemple, j'ai un copain dont la fille s'est fait arrêter parce qu'elle a oublié d'aller à l'armée. Oui, elle a oublié d'aller à l'armée. Alors je lui dis, mais comment tu as fait une chose comme ça? Elle me dit, bah écoute, on n'a pas reçu de lettre recommandée. Parce qu'en France, tu sortiras propre par rapport au système si tu n'as pas la confirmation que tu as reçu ta lettre commandée. Effectivement, j'ai pas reçu ma lettre commandée. Recommandée. Non, en Israël, ça ne marche pas comme ça. Israël, c'est à toi d'aller à l'armée. Et c'est à toi d'aller t'inscrire. Et c'est à toi de vérifier que tu es inscrit. Parce que les Israéliens, tu vas leur dire, j'ai pas reçu ma lettre Il faut être proactif. Il faut être responsable. Ils s'en foutent complètement. La responsabilité personnelle. Alors moi, Arrêtez de penser que la culture française, c'est la meilleure culture française. Et je trouve que c'est un peu prétentieux de la part de ces Français qui... Il y a quand même des centaines d'années d'histoire, il y a une culture, il y a une gastronomie, les gens viennent du monde entier. Mais c'est très bien en France, c'est très bien en Dordogne ou en Bretagne. En Israël, on s'assimile à la société israélienne. Et d'ailleurs, je vous annonce que la seule solution pour pouvoir bien s'intégrer ici, c'est d'abord de venir s'insérer, c'est d'abord de venir parler l'hébreu. Et les Français, ils ont la vie facile. On parle le français, tout le monde parle français. Non, ça se marche pas comme ça. Et la preuve, regardez les ghettos qu'il y a à Ashdod, à Ranana, à Natania et à Eilat. Juste avant de donner la parole à Avi, je veux poser une question à Ilana. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec Dany parce que cette vision-là, c'était la vision des créateurs de l'État. Ça s'appelait le Koraitor. Je rentre tout le monde dans une grande machine, tu oublies ton nom de famille d'origine, tu vas t'appeler Ben Gorion, Ben Zohar, Arié, tu vas mettre une Kovatembel, tu oublies d'où tu viens et maintenant tu es un Israélien. Or, on sait que cette technique-là n'a pas marché partout, ça a fait aussi beaucoup de dégâts. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moyen terme, quelque chose d'un peu plus élaboré, un peu plus intelligent qu'on peut mettre en place?
C'est sûr qu'il y a des solutions qui sont peut-être moins extrêmes, si on peut appeler ça vraiment de l'extrême, mais encore une fois, je pense que ça passera uniquement par l'accompagnement de personnes qui vivent entre les deux sociétés. C'est-à-dire que... Toi, tu dis qu'il faut se lancer à l'eau, mais il faut qu'il y ait un accompagnateur quand même qui rentre un peu avec toi dans le bain au départ. Absolument. C'est pas possible, c'est pas réaliste pour un être Dany humain. n'est pas d'accord, ça va chauffer. C'est pas réaliste pour un être humain. Il faut pas oublier quand même que l'alias, c'est un déracinement quand même si on s'enracine dans nos racines, c'est évident, mais ça reste quand même au point de vue social et au point de vue des codes, des mentalités, ça reste un déracinement quand même. Les gens ont vécu dans une société depuis petit, les gens ont grandi avec des codes, des mentalités, on les transplante du jour au lendemain dans une autre mentalité qui est certes une mentalité juive, on arrive avec nos valeurs de sionisme, etc., mais on arrive dans une société qui est déjà là, comme il dit, qui avance, qui court, qui est déjà toute faite. Daniel, il dit, si tu fais pas ça, tu seras jamais israélien. Oublie, tu vas finir ton petit on ghetto sera avec les jamais Français. israélien de toute façon, ça j'en suis certaine aujourd'hui. Attention, voilà, moi je révélation. dirais ça. Je dirais, C'est horrible. je dirais même non, attention. Je dis que les personnes, je dis que non, c'est Attention, pas la du tout de la température prétention. monte. C'est pas de la prétention, c'est simplement la réalité des choses. Je pense que de vouloir aussi complètement effacer ces racines entre guillemets, parce qu'encore une fois, au niveau national, nos racines, elles sont ici en tant que juifs, mais ces racines sociales, si on veut, c'est pas réaliste de demander à une personne adulte, on va dire à partir d'un certain âge, d'effacer complètement son bagage social qu'il a reçu en tant que petit. Et c'est pas de la prétention, simplement, c'est l'être humain qui est comme ça. C'est pas réaliste. C'est pour ça que... N'oublions pas qu'on parle des jeunes. Moi, je veux maintenant, comme c'est mon ami d'abord, ici à ma droite, je veux donner raison à Dany. On parle d'intégration, on parle de changement, on parle d'alliance. On parle aussi de jeunesse, parce que cette émission s'appelle quand même Plein d'ados. Et on est là aussi pour essayer d'aider les gens à réfléchir et à mieux comprendre et peut-être à mieux réussir. Et je crois qu'il faut leur dire qu'a priori, les khatrila, comme on dit en hébreu, on devrait tendre, en tout cas c'est vers ça qu'on doit tendre. Évidemment. C'est normal qu'un jeune qui vient en Israël, quand on parle d'un sens large du terme, même si je ne suis pas d'accord avec les méthodes directes de Dany, parce que l'expérience nous montre malheureusement que les choses sont différentes, il faut tendre et il faut essayer de transmettre ce message avec peut-être... Pour les adultes, ce que tu dis est beaucoup plus normal. Peut-être plus vrai, mais pour les jeunes, nous assénons ce message de façon un peu plus forte. Mais je suis entièrement d'accord, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce programme Optition qui les oblige à rentrer, se fondre dans la masse. C'est-à-dire qu'il y a des programmes Massa où on les emmène visiter des musées, on les emmène voir le Har Herzl, on les emmène au musée de la Shoah, et c'est très intéressant, toute l'histoire, c'est important. Mais moi, j'ai choisi de créer ce programme qui les fait s'immerger complètement dans la société israélienne, dans le monde académique israélien. C'est-à-dire que même si au début ils vont rester entre Français parce qu'il y a une période d'intégration qui est incontournable avec l'Ulpan, à un moment donné ils vont être obligés de se confronter à la société israélienne, et pour moi c'était obligatoire. Ça fait partie vraiment du ta'alir, du processus d'intégration, comme l'armée on pourrait dire. Les gens qui ont dépassé l'âge de l'armée, il faut qu'ils rentrent après dans la société israélienne. Alors venez, on parle directement avec notre relais qui est ici. Je vois que tu n'as pas de Kovatumble sur la tête, pas de Crocs aux pieds. Une seconde, Dany, une seconde. Une seconde, c'est important parce que je vois qu'il a l'air, quand on l'entend, il a l'air de commencer bien son processus d'intégration, etc. D'un autre côté, pas de Kovatumble, pas de Crocs aux pieds. Est-ce que tu manges au moins un falafel à midi? Il est en dédoublement de personnalité. Et tu as mis nagé promous. Ça veut dire que moi je suis d'accord vraiment à 100% avec le côté israélien. Ça veut dire que de se mettre du côté israélien et de se dire bon bah les Français maintenant ils doivent s'intégrer, ça c'est sûr. Maintenant du côté de francophone, parce qu'on est là aussi pour parler de ça, je pense qu'un étudiant francophone doit pouvoir faire preuve de vraie volonté et d'avenance. Mais par rapport à l'hébreu, ça veut dire de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que voilà, je suis allé au Misra d'Aklita, au ministère de l'Intégration récemment. J'ai vu qu'il y avait un Ulpan qui s'appelait l'Ulpan Sheli. Alors, j'y avais pas du tout entendu parler. J'ai vu des petits flyers comme ça qui se baladaient. Et je me suis rendu compte que dans la passerelle, qui est une idée vraiment merveilleuse pour les opticiens en France, je me rends compte que mes copains de ma classe qui sont francophones et qui ne parlent pas aussi bien l'hébreu que j'ai pu l'apprendre, je pense ils ont été par exemple choqués du niveau d'entrée birlal à l'Ulpan. Alors quand on fait un Ulpan, on ne parle pas l'hébreu, donc on ne demande pas forcément un niveau d'alet, niveau guillemets, des gens qui viennent avec une énorme volonté pour les casser et leur dire ah mais l'hébreu finalement c'est très difficile. Non. Je
pense qu'il faut faire preuve d'avenance de la part des étudiants, mais il faut éventuellement, grâce à par exemple des événements Facebook, ou essayer de faire des rassemblements 1, 2, 3 fois par an, essayer de réunir un maximum de personnes grâce aux réseaux sociaux et leur montrer que voilà, il y a des Ulpanines qui existent, des salles CLITA, des aides qui sont là et qui sont à la disposition des francophones qui font le pas, quoi. Alors, comme j'ai envie de donner un peu de temps à Daniel pour qu'il nous explique, et cette fois qu'il rentre un peu plus, parce que jusque-là, il nous a juste matraqué en disant « Allez, bande de Français, là, arrêtez un peu, commencez à devenir israélien, pleurnichard, etc. » Je suis sûr que derrière, je le connais, il y a des racines à son raisonnement. Il y a une philosophie, on va lui donner un peu la parole tout de suite. Avi Zana va devoir nous quitter, il a des rendez-vous importants. On le remercie d'être venu avec nous. Et Dany tire le micro d'ailleurs vers lui, il hérite. Si tu veux nous dire au revoir, avec plaisir. Shana Tova. Et on se retrouve pour la partie pugilat dans 2 minutes. À tout de suite. Et plein l'ado, j'ai failli dire optision, 3e partie. Plein l'ado, 3e partie aujourd'hui. Et on va revenir un tout petit peu sur Daniel Cohen. Daniel, tu es guide, tu amènes des groupes, des individus, tu les fais promener un peu dans tout le pays. Yerushalayim, on voit que je te suis un peu sur Facebook, on voit que c'est une ville qui te fascine. Alors raconte-nous un peu, donne-nous une anecdote ou peu. Que pensent les touristes? Comment ils voient les Israéliens? Comment ils voient même, ils parlent des fois de l'intégration des Olim, ils voient les Français, ils les rencontrent. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi j'ai pas spécialement des gens qui sont juifs avec qui je me balade. Je fais beaucoup de... J'ai vu que tu as beaucoup de stars, par contre, que tu promènes. C'est des stars à leurs yeux, pas à mes yeux. Je fais beaucoup, par exemple, des non-juifs, des bons catholiques de souche ou des musulmans. Et il y a un mois, je me suis baladé avec un groupe d'imams, des imams qui venaient de l'Est de la France. Ah, c'est fantastique ça. Il fait le groupe des imams de l'Est de la France. Il fallait le faire, il l'a fait. Et je l'ai fait. Et donc je les balade, et puis moi je leur comprends leur arabe. Et je les vois qu'ils se parlent entre eux comme ça, ils sont en train de chuchoter comme ça, et moi je comprends ce qu'ils disent. Et puis ils se disent une chose très simple, ils disent mais c'est quoi ce pays? Regardez ce pays, regardez ces routes, regardez ces... Ils étaient étonnés de voir des galeries dans la route, ils s'imaginaient que c'était les ânes et les cabanes ici. Et la semaine dernière, j'ai 2 Belges, des catholiques de souche qui habitent dans une ville au nord de la Belgique, je ne sais même pas le nom de cette ville, et qui vont me dire la même chose. Et Israël, aujourd'hui, nous, on ne le sent pas parce qu'on le vit au quotidien, mais Israël, c'est un pays qui a vachement émergé, vachement renforcé. C'est pas par hasard que Tel Aviv et Jérusalem, ils sont plus chers que les Champs-Élysées. Et ce que je voulais dire à Ilana tout à l'heure, toujours vous êtes dans votre petite mentalité communautaire français, on a la bonne commune, on a la bonne culture. Non, n'annulez pas votre culture. Continuez à parler à tes gosses. Mais continuez à parler avec tes gosses à la maison. Arrête d'attendre que l'extérieur de la société israélienne, elle va t'ouvrir les mains et on attend que vous. C'est fini cette époque. Est-ce qu'un Sénégalais ou un Soudanais, quand il débarque à Paris, est-ce qu'il est accompagné? Non. Lui, il a un intérêt, c'est de venir s'assimiler à la société française et de devenir français. Vous avez un intérêt, c'est de venir dans la société israélienne. C'est une société qui se développe. Et puis, si vous n'avez pas le choix, vous retournez à Paris. Vous n'allez pas retourner à Paris. C'est pour ça que c'est à vous de vous intégrer. Arrêtez de rester. Laissez les Français dans cette bulle de la communauté. Et un truc super avec Daniel, c'est qu'on sent l'amoureux d'Israël. C'est toujours très agréable. Ilana, tu parles en quoi avec tes enfants à la maison? Alors justement, au début, quand ils étaient plus petits, j'ai voulu quelque part un petit peu... les rentrer dans cette politique-là de cours-à-tour, d'assimilation complètement, en me disant, OK, moi, j'ai passé tout le processus d'intégration, c'est une chose, ça fait 15 ans que je suis là, mais mes enfants, ils sont nés ici, c'est des tsabarim, c'est des rouchalmim en plus, donc il y a toute une fierté comme ça. Tu vas parler qu'en hébreu, et je n'ai pas spécialement envie de te faire hériter de la langue française parce que tu n'en auras pas besoin ici, parce que comme tu dis, Dany, ici, il faut que tu rentres dans le système et je veux que tu parles comme un tsabar, quelque part un peu tout ce que moi, j'ai pas pu faire, alors je l'ai un petit peu remis sur eux. Et en fait, en grandissant, je me rends compte que le langage d'une maman, c'est quand même un langage qui est supra-émotionnel, ça veut dire que je peux pas parler à mes enfants dans une langue qui est pas la mienne. Je peux pas leur dire je t'aime
En hébreu, c'est pas possible. Ça sonnera pas comme si ça chante quand je dis chérie, je t'aime. Non, mais ce que je veux dire. La différence entre de garder ta culture à la maison et de. Mais je suis entièrement d'accord, Dany. Mais d'attendre que le système. Mais Dany, je n'attends absolument rien. Je n'attends absolument rien. Quand je suis arrivée, je suis rentrée dans le système tout de suite. Mon mari a fait l'armée, il a fait 3 ans d'unité d'élite. Et on est plus que dans le système. Et aujourd'hui, mes jeunes que je reçois, je les éduque comme ça. Et tu peux demander à Eddy, je me tue à leur dire sans arrêt que s'ils restent entre eux, ils arriveront jamais à rien. Et je les force à se confronter aux Israéliens, même si c'est difficile et même s'il faut vraiment se faire un petit peu violence au début. J'ai toujours eu ce langage devant mes jeunes, toujours. Mais avec le terrain, avec l'expérience, je me rends compte qu'il y a un côté humain, un côté vraiment social qu'ils ont vécu en France qu'on ne peut pas mettre de côté. De la même manière qu'on ne peut pas parler à ses enfants uniquement dans une langue étrangère, c'est le côté rikshi, c'est le côté émotionnel. C'est des choses qui font partie de nous. On ne peut pas les effacer, c'est pas possible, ça n'existe pas. On ne peut pas effacer ta culture. C'est ça que je dis, je parle pas d'intégration du tout. Géorgienne, ou marocaine, ou syrienne, ou kurde. C'est pas ça le point. Les Témanim vont faire du Djarnoun le vendredi. Que Israël va nous ouvrir. Nous, on vient d'un super... J'ai jamais parlé comme ça. Et on doit... Et je suis contre cela. On doit nous ouvrir, nous mettre un tapis. Je suis d'accord à 100%. Oubliez ça. D'accord, il ne met pas de tapis rouge. Je suis d'accord à 100%. Alors, une seconde, arbitre. Carton jaune. On va pas mettre de tapis rouge alors, mais malgré tout, on la est question d'accord, à quoi, Élie. c'est ça le Non, pire. vous êtes d'accord, c'est très bien. On va prendre quelqu'un qui est peut-être pas d'accord, comme ça on va un peu kiffer. Élie, si tu devais changer 3 choses en Israël que tu as repérées, tu dis allez, j'amène de France, il y a 3 choses que je pense qui pourraient améliorer des choses en Israël. Tu nous as raconté tout à l'heure les relations à l'intérieur de la communauté entre les non-religieux et les plus religieux qui sont beaucoup moins tendus des fois en France. Allez, encore 2 choses. Franchement, une seconde, je vais quand même te donner un exemple. Il y a un type qui a fait l'armée ici, il est venu de France, il a fait directement l'armée, très courageux, il a fait toute sa période. Il m'a dit franchement, je suis devenu super israélien, je parle, j'adore l'armée, je kiffe. Mais les Israéliens, ils s'habillent comme des pectos, il faut leur dire. Ça suffit. Si je peux raconter une anecdote sur ça. Et l'anecdote tout à l'heure de Dany avec le fils en maillot de bain. Je voulais... Une seconde. Juste pour pas qu'on raconte change de l'anecdote sujet. Et on donne à Élie. Quand je mais montre... ma question à Élie, je te donne tout de suite. Ma question à Élie, ça sera Élie, est-ce qu'un Français va aller en maillot de bain à une fête du soir Justement, quand je montre mes photos de mariage à mes enfants, on reconnaît tout de suite les potes de l'armée de mon mari, parce qu'ils sont tous venus en maillot de bain. Mais vraiment, alors tu vois tous les Français qui sont là sur leur 31, et t'as une bande comme ça de bons Israéliens en maillot de bain et en chorèche dans les photos de mariage. D'ailleurs, Ilana, t'es connue, parce que je me souviens d'un post à toi sur le groupe de la Alia, où tu montrais les chaussures du type à peine arrivé. Exactement. 5 ans après, puis... non, j'avais mis les chaussures, les chaussures de très classe, par les ensuite chaussures. les chaussures de l'armée, et ensuite les chorèches. Moi, je pense que j'ai une petite histoire. On ne pourra pas donner la parole à Élie. Daniel est là. Je ne peux plus donner à Élie, mais moi, je vais raconter l'histoire que je raconte tout le temps dans mes conférences quand j'explique la géopolitique en Israël. On est en 2002, c'est Pessah. Je suis en train de préparer la table de Shabbat, je prépare les salades. Un jour avant ou 2 jours avant, il y avait l'attentat de l'hôtel Parc, où il y avait eu 30 morts. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, bien sûr, à Netanya. Mon mari avait été appelé ce soir-là, justement. C'était avant Chomat Magen. C'était le démarrage, c'est l'événement qui a provoqué effectivement. C'est l'opération qui a ramené Tsahal à reprendre les territoires. Et je suis en train de préparer mes salades, c'est un vendredi après-midi, avec ma femme. Les gosses, une partie d'entre eux sont à l'école, une partie sont à la maison. Et je dis à ma femme, écoute, je la sens mal, on va être appelé par l'armée. Et il se passe même pas une demi-heure que je reçois mon code à la radio. Donc quand tu reçois ton code à la radio, tu fonces, tu prépares ton sac, il y a un bus qui te prend, il t'amène dans un Yamar. Et là, tu vas prendre ton half-track, ton arme qui est déjà préparée, qui est sous vide, qui est tout égressé, et tu pars. Et on monte dans le bus nous amène au half-track et on a une station à prendre, ça s'appelle Bethléem. Et donc on rentre dans mon half-track, on descend le half-track et on commence à avancer vers Bethléem. Et là on reçoit des informations qu'on s'attire de partout, on a un point à prendre et moi je suis à l'entrée de mon half-track, j'ai 6 soldats qui m'attendent pour pouvoir faire notre mission, c'est-à-dire rentrer dans la ville. Mais quand tu sors du half-track, tu te fais tirer dessus. Et moi je suis le premier et moi j'ai encore pas le droit d'avoir peur parce que mes soldats, il faut qu'ils aient courage en moi. Et donc je suis à l'entrée de mon half-track, la porte va s'ouvrir dans 2 secondes, je serre ma ceinture, je serre mes chaussures, je serre mon gilet pare-balles, je sors mes grenades, je charge mon pistolet, les 6 soldats qui sont derrière moi, parce qu'on est 6 dans le half-track, ils sont derrière moi, ils me regardent comment j'ai peur ou pas, mais moi j'ai pas le droit d'avoir peur, parce que je sais que ça va s'ouvrir, on va charger, on va se faire tuer. Puisque t'as la Marseillaise aussi, t'es français à la base. Ça pète de partout.
bruit de dehors, mais moi je vois pas ce qui se passe pas dehors parce que je suis dans le half track. C'est fermé, c'est un truc blindé, c'est quand même. Répète, half track. J'arrive pas. J'essaye dans ma tête, mais j'arrive Oui, pas. non, c'est magnifique. Nous, on a une tonne de TNT. Et moi, je vais être le premier à sortir et j'attends le feu vert de l'officier. Et moi, comme ma mère me disait toujours, que Dieu repose son âme, elle dit tu fais appel à ton saint. Et nous, on a un saint particulier, c'est Rabbi Meir Baalanes. Et moi, je suis concentré dans ma prière, Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Meir Baalanes. Et là, je vais, d'après l'ordre de l'officier, je vais sortir et je vais charger. Et je vais prendre ce qu'on m'a donné. Et là, je vais me faire tirer dessus, peut-être ou pas. Et les soldats, j'ai pas le droit de leur montrer que j'ai peur. Et là, je prie Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Meir Baalanes, et j'attends le feu vert. Et là, tout d'un coup, je reçois un coup de fil. Et dans ma poche gauche, à l'intérieur de ma veste, il y a un téléphone qui sonne. Et sur ce téléphone qui sonne, il y a ma ceinture de combat, il y a mon gilet pare-balles, et ça prend du temps pour sortir le téléphone qui sonne. Il est 1h du matin. Et je sors mon téléphone, et je ne comprends pas cette conversation, parce qu'il est 1h du matin, personne ne sait que la guerre a commencé. Et là, je vois, c'est mon meilleur ami qui m'appelle de France. Il s'appelle S, je ne dirai pas son nom. Et je dis, mais merde, il est au courant qu'on commence l'opération, lui. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je suis dans ma prière concentrée, puis tout d'un coup, il me dérange dans ma prière, parce que d'un moment à l'autre, je vais sortir, et je vais devoir prendre la position que je dois prendre avec mon unité. Et je réponds au téléphone, je suis un peu dans les vagues, comme ça, je ne comprends pas cette conversation. Je prie Rabbi Meir Baalanes, et je réponds à S. Et là, au téléphone, il y a S qui m'appelle de Paris. Je dis, merde, il sait que je commence l'opération. Et je l'appelle, je dis, salut, frère, comment vas-tu? Comment ça se fait que tu m'appelles S sur salle? Alors je lui dis, pourquoi tu m'appelles maintenant? Il me dit, Dany, il faut que je te parle. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, S? Il me dit, Dany, j'ai des boules. Ils ont brûlé une porte d'une synagogue à Créteil. Et moi, je lui dis, mais Sam, je suis en train de faire la guerre, là. Je t'embrasse, frère, et j'ai raccroché le téléphone. Et c'est exactement les deux problèmes des deux sociétés. Ici, c'est une société, on est tous inquiets parce qu'on a brûlé une porte d'une synagogue à Créteil, ou parce que tel journaliste a dit ça, ou parce que Dieudonné... Parce que tout est relatif à la réalité. Exactement. Et nous, on est en train de faire une guerre ici. Et bien, c'est exactement les deux grosses différences de mentalité. Et c'est pas grave s'ils s'habillent comme des clochards, les Israéliens. Et c'est pas grave s'ils mangent un houmous à 2h du matin. Et c'est pas grave s'ils mangent de la tahine à la place de la mayonnaise. C'est fini. Oubliez vos croissants et vos camemberts. Venez vous associer à un peuple qui avance. Elie, enfin, on va pouvoir te donner la parole s'il n'y a pas un half track qui passe. Je promets que je me tais, là. Moi aussi, je suis d'accord. Mais je veux revenir quand même. Tu es quand même notre représentant, notre jeune olé, etc. Il y a quand même des choses avec tous qu'il faut respecter, que l'Israélien mange son houmous à 2h du matin, son truc et tout. Il y a quand même des petits trucs qu'on peut essayer d'améliorer, où la culture française peut ramener quand même un petit plus à la société israélienne sans vexer ces messieurs qui sont tellement évolués, qui courent, qui avancent. C'est bon, ça va. Il y a 2000 ans de culture. On a eu Louis XIV, Louis XVI qui s'est fait couper la tête. Quand même, on a des choses à amener. On m'a souvent accusé un petit peu d'être un petit peu trop, disons, un petit peu des excès de politesse, on va dire. J'ai entendu ça de la part des Israéliens. Moi, ce que je vois de mon côté, c'est que je me fais très très souvent doubler, mais délibérément à la Macolette sans aucune... T'as pas fini, mon garçon. Mais que ça soit au super part, quoi, le mec, moi, je suis complètement présent devant. Tu peux faire du surplace, tu recules même dans la queue. Je me fais doubler. Ouais. Et ça, il n'y a aucun souci. Et aussi, il y a énormément de scooters et de voitures qui s'arrêtent au feu rouge sur le passage piéton. Et tu vois des religieuses avec les poussettes qui trouvent ça complètement normal et qui font le tour. Donc qui n'ont pas de place sur le... Moi, chaque fois que je m'arrête au clou, le type me dit merci. Et j'ai pas fait pour lui, j'ai fait pour le code. Il y a une vidéo de Facebook où il y a une voiture qui s'arrête sur le passage piéton. La meuf hyper énervée qui traverse. Elle traverse sur le capot. Excellent. Tu vois, là, toi, tu t'en fous, ben moi non. On devrait tous faire ça. C'est ça. Mais voilà, l'Israélien, il peut être aussi gentil que nerveux. Donc, on essaie de se plier aussi. Non, mais Daniel, excuse-moi. Quand un Israélien arrive à Paris, alors... Un Indien dans la ville, tu connais ce film? À Rome, comporte-toi comme un Romain. Alors d'un coup, il cesse d'être Israélien, il s'adapte lui aussi à la mentalité où il fait exactement la même chose qu'avant. moi, je ne suis pas porte-parole des Israéliens quand ils vont à Rome ou à Paris.
Mais les Israéliens, d'abord, ils vont à Rome et à Paris en tant que touristes. Mais ici, c'est une culture que les gens, il faut qu'ils s'adaptent. C'est vrai que la politesse, c'est important. C'est vrai que les amis, c'est important. Les Israéliens, c'est des sauvages. Mais les Israéliens, c'est un peuple sur lequel on peut compter sur eux en tant que juifs. Il ne faut pas vous rappeler que quand vous envoyez vos enfants faire les HEC, les études de médecine, il y a 20, 30 ans, nous on faisait des guerres ici. Et c'est pas que moi, c'est aussi mon gosse, et c'est aussi ma fille. Alors c'est vrai, c'est grave, oh la politesse, waouh, ils sont pas polis. Mais encore une fois, je pense que c'est... Il faut pas l'oublier, moi j'ai fait 2 guerres. Et mon fils il a fait une guerre, et ma fille elle a fait une guerre. Et c'est ça qu'il faut se rappeler à chaque fois. Parce que quand ça tremble à Paris, et quand ça tremble dans les autres pays du monde, c'est où qu'ils viennent les Français pour venir changer leur vie? C'est en Israël, ils n'ont pas le choix. C'est pour ça qu'il faut qu'ils s'adoptent à la culture des gens qui vont les accueillir les bras ouverts, et peut-être pas polis. Mais croyez-moi, c'est pas grave de pas être poli. Parce que quand le pays est en drame, ou quand le pays est en détresse, vous savez très bien qu'on devient un. Et ça se passe qu'en Israël. Ilana, un jeune qui arrive en Israël, moi j'insiste quand même sur ça parce qu'effectivement je m'occupe d'adolescents, je vois aussi les problèmes ici. Des fois il a la meilleure volonté du monde mais il n'arrive pas. Il a des problèmes des fois avec la langue. Il n'arrive pas. Il a tenté l'immersion. Des fois, ça passe pas. Au niveau mentalité, il essaye d'aller vers l'israélien. On lui tend pas toujours la main. On lui dit, on a notre petit groupe un peu fermé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Pour lui donner une chance d'avoir une égalité de chance par rapport à un petit Israélien de son âge, de pouvoir entrer dans la société israélienne et de devenir un bonhomme avec un boulot et pas seulement d'être en bas de l'échelle parce que tu ne parles pas, comme le sont un peu ses parents quand ils arrivent ici et qu'ils n'arrivent pas à retrouver un boulot et qu'ils finissent dans un call center. Comment on peut faire en sorte que ce petit jeune devienne, lui, un Israélien, et peut-être en suivant les conseils de Dany, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire? Je pense que ce qui est très très important, c'est le rouar, c'est-à-dire l'esprit et la vision. Si on fait monter un jeune, même s'il vient au départ par des motivations idéologiques, quand il arrive ici, il y a la réalité qui est tellement dure, qui est tellement forte. Je pense qu'il faut qu'il y ait du rouar qui l'accompagne en permanence. Alors le rouar, ça peut passer par les expériences personnelles qu'il va avoir quand il va se retrouver, je sais pas, un vendredi matin à Machane Yehuda et qu'il va voir un type sonner du chauffard la veille de Rosh Hashanah dans le bus ou plein de choses comme ça qui vont lui donner à chaque fois de la motivation intérieure de rester parce qu'il va s'identifier encore plus à l'endroit. Mais je pense que surtout, ça passe par les personnes, encore une fois, je vais me répéter, qui vont l'accompagner. D'accord, mais juste avant l'accompagnement, je me souviens d'un débat qu'on avait eu entre nous il y a 1 ou 2 ans, où tu me racontais, tu dis, une de mes principales difficultés, c'est par exemple au niveau des salaires. Parce que j'ai réussi plein de trucs à essayer de trouver des équivalences, des machins, mais ici, le type... La première question, c'est vrai, ça reste une question complètement matérielle, et on me pose toujours cette question quand les personnes sont encore en France. Viens, on explique la problématique un tout petit peu. En France, un mec qui a un magasin d'optique avec les mutuelles et tout, il sait qu'il va faire un très beau chiffre d'affaires. Ici, non. C'est sûr. C'est pour ça que, encore une fois, on peut pas combattre contre le matériel. Qu'est-ce que je vais leur dire à ces jeunes-là? De toute façon, il faut qu'ils intègrent, qu'ils vont devoir... Ce rouard dont tu parles, cet esprit, c'est peut-être ce qui va nous donner la clé ici. C'est ce que je dis. Est-ce qu'on peut en parler en 4e partie, parce qu'on a dépassé un tout petit peu le temps de la 3e. On se retrouve tout de suite dans Plein d'Ados. Et pendant notre petite pause, il y avait ici un débat. Ils sont montés sur les chaises, sur les tables, ça envoyait des coussins. Ils se sont heureusement calmés pour nous. Le débat, c'était à propos d'Ilana qui avait allumé la mèche en disant, il y a mes petits amis, il faut faire attention. Vous pouvez venir ici, essayer de vous intégrer, faire l'armée. Si vous n'avez pas le rouard, si vous n'avez pas le bon esprit, l'angle qui dit, c'est parce que je viens aussi d'Abraham, Israël et Yaakov, et on m'a toujours répété et tout, que j'ai envie de faire l'armée, de prendre le pays à bras-le-corps, d'apprendre la langue et de me lancer finalement et devenir un Israélien. Et s'ils ne veulent pas m'accepter comme copain, je vais m'incruster dans des cercles et des trucs jusqu'à ce qu'on m'accepte. S'il n'y a pas ce rouard-là, cette envie, ça va être super difficile. Comment ça se traduit, Ilana, dans tous les jours? Je suppose que les gens de ton groupe arrivent au jour le jour et te disent on a essayé des fois d'être potes avec des Israéliens et tout, ils étaient sympas, ils étaient polis. Dès que tu vas aller plus loin, être copain, ils disent on est notre petit groupe. Moi, j'ai bien connu ça à l'armée. Je me rappelle d'un type que j'avais aidé et tout. Et puis le dernier jour, j'avais mon sac de 50 kilos. Je lui ai dit je peux mettre dans ta voiture? Il me dit non, j'ai mes potes. Ah, et moi, je suis qui? Non, François, salut, les trottes. Déjà, faut un petit peu leur ressembler.
Encore une fois, si on continue à... faut ressembler un Faut peu faire plus aux l'accent, Israéliens. il faut faire l'accent. Et Non, mais je il t'aime, faut toi non s'imposer, plus. faut pas avoir honte, faut être... faut pas passer faire par quatre l'israélien. détours, faut faire l'israélien. Et puis d'ailleurs, ouais, j'ai souvent des gens de ma famille avec qui on rigole qui me disent t'es devenue une arse toi depuis que tu habites ici, t'es une grosse arse. C'est quoi Mais une j'ai pas- arse? Ça traduit Alors, pour le public. Une arse, c'est waouh, comment je vais traduire? Il fallait dire, elle a dit une phrase extraordinaire, elle a dit oh, il faut s'imposer, il faut se pousser, il faut être israélien. Mais bien sûr, Nahon, mais je suis entièrement d'accord. Pareil pour monter dans Je le te bus, dis- un petit coup de coude Je de te chaque dis, côté. je le pense. Et absolument, je dis. Vous venez en Israël, c'est à vous. Faut frapper les gens, faut les. Attention, il va recommencer, on l'arrête. Eli, est-ce qu'on peut devenir copain vraiment avec un Israélien, des amis profonds, ou est-ce que tu sens un mur? Moi, je pense par exemple là, je travaille en ce moment dans un restaurant où j'ai rencontré la personne qui m'a accueilli là-bas parce que j'ai fait la démarche de vouloir chercher du travail à Manila. Il me fallait de l'argent et aujourd'hui, je travaille avec une équipe. Il t'appelle par ton prénom ou t'es Non, Fransawi? il l'appelle par son nom de famille. Fransawi, Marciano. Ah, si t'es Marciano, t'as plus de chances de t'intégrer Ouais, parce qu'il y en a complètement. juste 1 million qui tournent. Atama Khamoula. Oh, Marciano, bon, ahi. C'est de cette avance que je parlais tout à l'heure, qu'un Français, s'il veut faire ses études, qu'il lui manque un petit peu d'argent de poche, etc., qu'il aille faire ce pas, et derrière, il rencontrera aussi des personnes avec qui il pourra sortir, il pourra s'amuser, et de vrais Israéliens. Dani, tu as des vrais amis israéliens. Toi, tu es venu vers 21 ans, c'est ça? Tu as des amis profonds Des amis avec lesquels je me suis branché dans les différentes stades de ma vie. C'était des gens avec qui j'ai rencontré au travail, des gens avec qui j'étais à l'armée. Mais comme je suis venu à 21 ans, mes copains de base, c'est ceux avec qui j'ai grandi quand j'avais 10 ans. Mais vous êtes en train de dessiner les Israéliens comme des monstres, on ne peut pas être amis avec eux. Essayez de venir et mettez-vous à leur diapason, pas à votre diapason. C'est évident que si vous venez avec votre culture française, ils seraient un dit bon, écoute, c'est sympa ta culture française. Mais moi, Faut devenir des ars. Faut devenir des ars. Non, je sais pas si... Et Ilana, c'est quoi le diapason israélien? Vas-y, fais-nous un peu d'israélienne. Dis-nous une phrase plus israélienne. Je fais pas d'imitation, moi, allez, comme ça, une en petite live. imitation, montre-nous Non. pour les gens Non. qui nous regardent. Non, Comment on mais fait tu me posais la question, c'était quoi le ars? Comment on pourrait définir le ars, en fait? C'est l'israélien typique, Et parle en fait. plus fort le hars ou moins fort? Il gueule, ouais, il gueule. C'est russe parce qu'on vit dans une société qui n'est pas facile. Si tu Mais veux je suis entièrement être d'accord. Je dis juste qu'il faut prendre un peu la dérision justement sur le côté israélien. On rigole sur lui. C'est pas une critique. C'est vraiment. C'est pas une société facile, c'est pas une société qui vous attend, c'est une société. En fait, le système en Israël, il est particulier. C'est pas l'État qui sert le peuple, c'est le peuple qui sert l'État, en gros. Et il faut trouver son chemin. Et c'est vrai que c'est étonnant. Regardez dans tout ce pays, c'est un pays dur, mais tout le monde achète son appartement, on ne sait pas comment. Et Ben Gurion a dit une phrase extraordinaire. Celui qui ne croit pas au miracle en Eretz Israël n'est pas réaliste. Et quand je me suis marié, ma femme me dit tiens, on va s'acheter une maison. Je dis mais de quoi tu parles, on va s'acheter une maison? Eh bien on s'est acheté une maison parce qu'on a plongé. Et c'est ce qui se passe dans la société israélienne. Mais encore une fois, je pense qu'il faut essayer de leur ressembler. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il faut absolument garder ce rouar, se rappeler toujours de la motivation. Qu'est-ce qui nous a motivés à venir? Pourquoi, malgré toutes les difficultés, on va continuer à se battre, à leur rentrer dedans, à essayer de leur ressembler et vraiment à se faire violence pour rentrer. On finira cette émission tout à l'heure sur le rouar. J'ai une petite question. Est-ce que l'autodérision, elle peut aussi jouer? Je me souviens par exemple de la publicité des téléphones Golan où le type était un Français, celui qui a amené ça en Israël, et puis il faisait de l'accent français, lui, justement. Il faisait pas l'accent israélien pour dire, je suis français, je peux réussir quand même ici, et je vais vous parler comme un Français. Moquez-vous, c'est pas grave. Exactement. Rigolez bien. Et je pense que d'ailleurs, toutes les difficultés pour le français à s'intégrer et aller vers l'israélien, elles viennent justement par cette honte-là qu'on a parfois. On a honte de faire des erreurs quand on parle, on a honte d'être un petit peu français. C'est un peu comme une haine de soi, comme ça. Non, je suis pas français, moi je suis rentré ici, je suis israélien et je vais parler. Et si je sais pas parler, je vais pas parler, je vais me renfermer. Et du coup, les autres vont pas venir vers moi. Il est complètement israélien. Je lui dis coupe le téléphone, il s'en fout. Déjà, il l'a même pas mis en silencieux. Ouais, même pas, il s'en fiche, mais complètement. C'est un vrai israélien, regardez-le. Eli, on commence à s'approcher un peu de la fin et tout. Je veux entendre comment tu vois Eli Marciano dans 5 ans en Israël, comment tu le vois dans 10 ans. Comment moi je le vois? Non, comment lui il se voit lui-même. Je te regarde toujours, Ilan. Marié, avec une bonne profession. Une Israélienne ou une Française
Je pense. La question qui tue. Ta famille, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que tu nous as ramené, l'Israélien? On est censé dire des réponses bateau. Une marocaine. C'est pas ça. Un marciano, tu lui demandes Non, pas une française, une israélienne. Tu lui demandes une marocaine. C'est sûr, parce que c'est israélienne de souche. Qu'elle soit juive et qu'elle aime Israël. Voilà. Amen, amen. Eh ben, on te le souhaite, Eddy. Tu auras ton diplôme, tu auras réussi, on pourra venir au magasin faire nos lunettes et tout. Exactement. L'Israélien qui commence à négocier, tu nous feras gratuit, Ouais, à ouais. des copains. T'inquiète. Pour la conclusion de notre rendez-vous. Je viens de noter là un instant. Mais on n'y est pas encore, hein, je dirais, quand c'est la conclusion, mais l'Israélien, il prend la direction de personne. Il y a pas de règle. Allons-y. Et en gros, je dis aux Français, aux jeunes qui veulent venir, d'abord la solution, je pense qu'il n'y a pas de mieux que de rentrer à l'armée, mais de finir son service militaire. Parce que ici, quand tu commences l'armée, tu ne peux pas la finir, ça n'existe pas. Parce qu'après, tu seras pourchassé toute ta vie par le système en Israël. Pour conclure, j'ai trouvé une phrase qui est sympa, je dis, vous, juifs de France, jeunes de France, maniez-vous de venir en Israël, mais on ne vous attend pas. On ne vous attend pas. Je pense que le message est clair. Tu partages, C'était tu rade. partages ce qu'il a C'était- dit. Tu partages ce qu'il a dit c'était- ici. Si tu devais faire toi aussi une déclaration. Non, moi je dirais, allez. non Venez, seulement mais je vous attends, je vais vous aider. mais je vais vous aider, je vais vous faire réussir, je vais vous faire rester surtout. Je vais vous faire rester. C'est le gros challenge, je vais vous faire rester. Élie, quand tu reprendras le programme d'Ilana dans 20 ans, qu'est-ce que tu vas leur dire aux jeunes qui arriveront ici? De ne pas avoir peur de faire d'erreurs, qu'il n'y a pas de honte à ne pas savoir et qu'il n'y a pas d'orgueil à savoir, de ne pas, voilà, que c'est avec les erreurs qu'on s'améliore, que l'hébreu c'est la première barrière, ensuite il y a le social. Et... Ils sont super bien les élèves. Ils sont choisis, ils sont choisis, Ah tu oui, sais. oui, choisis. Alors là, avec des pincettes. On va donner un peu le mot de la fin à notre guide spirituel et notre guide sur le terrain. Daniel, moi j'ai beaucoup aimé ton intervention aujourd'hui parce qu'on sent qu'en vrai, je te connais assez pour savoir qu'il n'y a pas d'animosité envers les Juifs de France, etc. Mais tu veux qu'ils se prennent un peu en main, tu veux qu'ils arrêtent de pleurnicher. Il y avait sur le net, j'ai vu, il y avait un débat assez intéressant la semaine dernière. Il y avait une fille qui a lancé en disant « Vous pouvez arrêter de pleurer un peu les Juifs de France et vous commencez à vous intégrer. On sait, chacun il aura ses galères. On n'a pas besoin d'entendre toutes les histoires. Plongez dans l'eau, allez. Et apprenez à nager. Tu vas boire quelques tasses et tu penses comme elle? Comme la fille qui a écrit ça? Ça n'existe pas de venir ici et de créer ton ghetto ici. Justement, Israël, il est venu pour libérer les Juifs du ghetto. Et vous êtes venu avec culture française, vous recréez un autre ghetto qui est le ghetto français, la culture française, le croissant, le camembert, les habits. Arrêtez de faire ça. Il faut venir pour se jeter dans cette société qui est la plus dure. Mais pour pouvoir faire face à elle, il faut être comme elle. Il ne faut pas rester dans ton côté, il ne faut pas rester dans ton ghetto. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, et c'est très important, maniez-vous. Et pourquoi je vous dis maniez-vous? Parce que tout se passe ici en Israël, surtout si vous êtes juif, vous avez une mentalité juive, vous avez une culture juive. Venez ici parce que tout se passe ici, mais n'oubliez pas, on ne vous attend pas. Arrêtez d'attendre que Israël va vous donner quelque chose. C'est un système ici qui n'est pas comme le système en France, où il est facile de vivre en France. On a la sécurité sociale, on reçoit une aide au logement, une aide à l'éducation. Il n'y a pas ça ici. Donc si vous avez décidé de venir en Israël, effacez cette mentalité française et plongez dans la... Je pense que c'est... Élie, Ilana, vous validez? Moi, je valide. Je veux juste mettre une petite connotation nationale, on va dire, dans ce qu'il dit. Et justement, avant Rosh Hashanah, je pense que c'est très bien. Quand on dit qu'on veut les sortir de leur ghetto pour qu'ils rentrent ici en Israël, dans la société israélienne, je pense qu'on parle vraiment de la dimension nationale qui existe ici. Et c'est ça qui est dur, c'est le gros challenge du juif de galoute, de sortir de sa galoute plutôt que la galoute sorte de lui pour s'immerger vraiment dans la dimension nationale qu'il y a ici en Israël, la dimension du peuple. C'est-à-dire que ça passe par forcément peut-être l'effacement et l'oubli de certaines habitudes, Faut arrêter certains de comparer. codes. Je pense qu'il faut arrêter de comparer. Bon, ça, il n'y a pas de question, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il faut plonger vraiment dans la masse de la nation israélienne, d'Israël, du peuple juif, tout simplement. Il ne faut pas non plus oublier ce qu'on a partagé aussi. Non, c'est moi qui l'ai dit, Jabotinsky, il m'a répété. Laissez un petit mot de notre relais, juste avant de conclure. Jabotinsky a dit une phrase extraordinaire, je pense que tu viens de dire. Il a dit Israël, c'est un pays qui est créé pour non pas enlever les Juifs de la galoute, mais enlever la galoute de la tête des Juifs. Élie, un
petit mot de notre relais pour finir. Il faut absolument aider les Olim francophones, que vraiment chacun constitue un potentiel énorme, que tout est à créer encore, même après 67 ans, 68 ans d'existence, que vraiment tout est à créer, qu'aujourd'hui, s'il nous manque des choses, on doit prendre nous-mêmes des initiatives pour les créer et mettre à bien nos projets. Ah ben moi, je partage plein de trucs avec Dany, mais venez quand même, on vous attend, en tout cas moi, je vous attends. Ilana vous attend, Dany, il vous attend pas, mais vous vous en foutez. Prenez-le à la journée, il vous attendra peut-être. On va donner ses coordonnées tout à l'heure. Au revoir, Shana Tova à tous. Shana Tova. Merci d'avoir été ici. Merci aussi à Avisana qui était avec nous dans les 2 premières parties de l'émission. Shana Tova à tous, en France comme en Israël. 5 de plein d'ado. À bientôt. Plein d'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.